Donald Trump, il met les responsables politiques face à leur bilan et face à leurs responsabilités. Il se dit il y a un manquement grave, un suicide civilisationnel qui est occasionné par les leaders. Et il nous voit comme étant, nous, le berceau de cette civilisation européenne, tout en étant en première ligne par rapport à ces vagues d'immigration successives sur lesquelles on est très passif. Donc c'est un vrai cri d'alerte et de dire que c'est un échec. C'était ce mardi 23 septembre, sous l'œil goguenard des représentants des États qui étaient réunis en nombre sous la houlette de l'ONU. Donald Trump est monté à la tribune. Et les sourires se sont rapidement figés, comme l'ont noté de nombreux médias internationaux. Le discours de Donald Trump prononcé dans cette assemblée, véritable temple de la mondialisation, restera dans les annales, à n'en pas douter, peut-être comme le coup de sifflet final des idéologies délétères de ce début du siècle et de la fin du siècle dernier. Ce discours, il mérite qu'on y revienne en détail avec vous, Nicolas Conquer. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes franco-américain, vous êtes le porte-parole des Républicains américains en France et vous soutenez le président des États-Unis, ça va sans dire. Et on va tenter de décrypter les propos de Donald Trump qui ont de quoi nous surprendre, pas beaucoup d'aspects, et d'analyser les répercussions de ce discours incroyable en France. Mais auparavant, je voulais aborder avec vous le meurtre terrible de cet influenceur de droite qui a acquis en France une célébrité soudaine. Je parlais évidemment de Charlie Kirk, mort d'une balle dans le cou tout récemment. Première question, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous le suiviez vous-même? Et qui était-il à votre avis? Qu'est-ce qu'il représentait pour les Américains? Puisque en France, il était quand même à peu près inconnu avant son décès et il est devenu une vedette aujourd'hui. Post-mortem. Ce qu'il représente, c'est un activiste de terrain qui était prêt à tendre un micro assez contradicteur et surtout d'aller évangéliser d'une certaine manière, et je pèse mes mots parce que c'était un protestant convaincu qui affichait sa foi à visage découvert et qui professait et connaissait l'évangile sur le bout des doigts. Et donc il allait sur les campus universitaires américains qui sont quand même un lieu où l'idéologie woke fait loi, et donc il allait apporter une bouffée d'oxygène et une contradiction auprès de ces élèves qui font partie de... Vous le connaissiez, vous, ce personnage? Moi, je le suivais de longue date. Je travaillais en lien avec son organisation qui s'appelle Turning Point USA. C'est une organisation politique qu'il a montée par lui-même à peine 17 ans. Et il s'inscrit en fait dans le mouvement de contestation fiscale à l'époque où Obama arrive à la Maison-Blanche et où les jeunes se sont tournés massivement vers Obama. Et il dit il faut offrir une autre offre politique. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit je vais aller chercher à mobiliser sur les campus universitaires. C'est un pari audacieux. Ça a terminé avec une organisation qui pèse $100 millions, 500 employés. C'est l'activiste politique qui a été le plus vu sur TikTok pendant la campagne de 2024. 50 milliards de vues. C'est absolument considérable parce que c'est des prises de position qui sont clivantes mais qui suscitent le débat et qui viennent renforcer quand vous êtes conservateur, de droite, vous avez besoin de muscler votre discours. Et donc c'est absolument bénéfique et ça nous renforce aussi dans nos convictions. Il est tombé le micro à la main. Eh bien ce micro on va le reporter, mais évidemment ça nous honore, ça nous oblige. Sa femme aussi a fait des prises des discours qui étaient absolument poignants, bouleversants. Dans sa mort, c'était une déclaration de l'évangile sur les 5 continents à plus de 100 millions de personnes. Donc son héritage, il va être considérable. Derrière sa mort, c'est toute une génération de Charlie Kirk qui va se lever. Et évidemment, c'est un mouvement politique considérable qui va prendre de l'ampleur et jusqu'au-delà des frontières américaines. On lui a d'ailleurs rendu hommage à Paris lors d'une manifestation dont j'étais à l'origine. Que Boulevard Voltaire a couvert. Absolument. Et merci parce que ça pose vraiment des questions sur Charlie Kirk. C'est un activiste américain très proche de Donald Trump aussi. C'était vraiment quelqu'un, même Trump a dit, il avait un avenir de présidentiable.
parce que c'était un homme de coalition, c'était un homme de terrain, quelqu'un qui arrivait à lever des fonds, il était une personne de synthèse. Mais qu'est-ce que ça nous dit en France sur cette liberté d'expression qui est elle-même menacée? Ou à partir du moment où vous avez des idées qui déplaisent, on vous caricature de fascistes, de nazis, d'extrême droite, on vous jette des anathèmes. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'autre que de vous placer une cible sur le dos? Et donc, alors qu'on avait des prises de parole qui étaient de l'ordre du spirituel, plus institutionnel, on avait des lanceurs d'alerte qui font les frais de cette dictature de la bien-pensance, ce totalitarisme mou, voire dur, qui font des menaces, voire même des agressions physiques sur des journalistes ou sur des lanceurs d'alerte en France. Oui, c'est quelqu'un qui n'était jamais sorti du débat civil, de la contradiction des idées, quoi. C'est un grand exemple, et je pense que voilà, tant dans votre approche du journalisme que lorsqu'on est face à nos contradicteurs, ça nous montre aussi que cette disputatio, on doit se la réapproprier. Et toujours avec un sourire, et aussi d'être de bonne foi avec nos contradicteurs. Ça sert à rien de tomber dans l'humiliation ou dans un pugilat. C'est pas ce dont il est question. C'est vraiment, lui, son motto, son mantra, c'était « prouvez-moi que j'ai tort ». Donc vraiment, faisant un pas vers l'un vers l'autre. Et ça montre aussi les risques de ces combats d'idées qu'il a menés. Vous disiez le micro à la main, comme on dit les armes à la main. Et c'est le cas pour lui, puisqu'il l'a payé de sa vie. Qu'est-ce qu'on sait du profil aujourd'hui de son assassin ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un suspect qui a été appréhendé et qui est écouté à l'heure actuelle. On sait que c'est quelqu'un qui a été nourri d'une subculture web sur certains sites comme Reddit ou qui montre que l'Internet et les réseaux sociaux peuvent produire parfois du bien, mais aussi beaucoup de mal. C'est quelqu'un qui était issu d'une famille plutôt construite, religieuse, typique américaine, mais qui a été complètement, a eu le cerveau complètement nettoyé, brainwashé, sous emprise par une idéologie plutôt d'extrême gauche, typique Antifa, lui-même homosexuel avec un partenaire transgenre, est allé jusqu'à graver sur les munitions qui ont été utilisées des messages Antifa, mais qui font référence encore une fois à cette culture du web qui montre l'état de mal-être profond et aussi des structures qui ont avalisé, qui ont légitimé cette violence. Et à force d'entendre des messages dans les médias ou dans les réseaux sociaux qui disent Charlie Kirk ou quelqu'un est différent et donc c'est un droitard, c'est un nazi, il faut l'abattre, eh bien lui-même s'est saisi de cette mission et légitimement, selon lui, a porté un coup fatal d'une lâcheté sans nom parce que c'est un tir à 200 mètres face à quelqu'un qui était désarmé. Donc voilà, les motivations à ce stade, elles sont pas claires parce qu'il n'a pas parlé, mais le message et les traces et le profil de l'auteur ne laissent aucun doute. Donc évidemment, laissons l'enquête se poursuivre. Certains en France sont présentés comme un militant de droite. Est-ce que c'est un discours, quelque chose qu'on peut lire aussi dans la presse américaine ? C'est ce qu'on a entendu aussi, et d'ailleurs ça a valu à un humoriste très renommé, Jimmy Kimmel, d'avoir sa chaîne qui s'est retournée contre lui parce que c'était pas une blague qu'il faisait. Il a menti éhontément à son audience en disant en fait, là à ce stade, les partisans de MAGA et Trump, la seule chose qu'ils essayent de faire, c'est de passer à couvert que c'est quelqu'un de leur camp qui a abattu Charlie Kirk. On est dans des espèces d'inversion accusatoire enfin, surtout dans ce temps de recueillement, Charlie Kirk n'était pas encore enterré, qu'on était en train de vouloir essayer de reconstruire un narratif. Et d'ailleurs, ça a même pris en France où les gens se disent en fait, c'est tout simplement un supporter de Trump qui a abattu Charlie Kirk, ce qui est absolument invraisemblable. Les motivations typiques, l'auteur a quand même dit c'est parce que Charlie Kirk propageait de la haine qu'il fallait que j'en termine avec lui. C'est typique un raisonnement d'extrême gauche. Vous voyez, c'est parce que il y a des propos qui sont haineux, il faut que j'y résolve par la violence. Nous, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on débat avec lui. On n'a pas recours aux armes. Les obsèques de Charlie Kirk ont été très impressionnantes en présence de Trump lui-même. C'était dimanche dernier, plus de 100 000 personnes. Les images sont vraiment saisissantes, plus de 5 heures de cérémonie. Est-ce que vous l'avez suivi ? Et puis, le magazine Télérama en France a parlé d'un meeting électoral ou d'un méga show. Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, durant cette cérémonie ? Alors, je ne pouvais pas avoir tout le recueillement qu'il y avait parce que je le commentais en direct sur une chaîne d'information en continu. Je les ai réécoutés par la suite parce que vraiment, c'est ces témoignages de ces personnes de l'administration de Trump qui sont avant tout les amis de Charlie Kirk, qui viennent pas là en tant qu'officiels. C'est des gens avec qui ils ont fait campagne, c'est des gens avec qui ils ont établi des stratégies. Charlie Kirk était très influent auprès de la jeunesse, mais notamment auprès de Donald Trump. Je fais une petite parenthèse, mais lorsque je me rends à l'investiture en janvier dernier à Washington, Charlie Kirk est un des premiers à ouvrir la scène et à prendre la parole. Donc c'est pour montrer le rôle, et je le dis dans une tribune que j'ai publiée, mais sans Charlie Kirk et sans son mouvement, il n'y a pas de réélection de Donald Trump. C'est vraiment ce rôle de tant cet écosystème de la droite numérique
que cette capacité à aller toucher les jeunes hommes qui étaient très démobilisés, de pouvoir les ramener dans le giron de Trump. Donc ce que ça dit, cette commémoration, elle est à la fois politique et religieuse, parce que Charlie Kirk était éminemment politique. Donc il est mort d'une certaine manière comme il a vécu, et c'était aussi un homme de foi. Donc certes, aux États-Unis, on a moins de mal à faire cette distinction entre, il y a moins cette laïcité, donc les choses sont un peu imbriquées, où vous avez même des personnalités comme le vice-président qui a un message où ils font référence aux évangiles de manière tout à fait décomplexée, parce que c'est cohérent. Et on a, et je le redis, et j'incite absolument tout le monde, vos auditeurs, à revoir deux prises de parole, les principales, qui sont celles de la veuve de Charlie Kirk, Erika Kirk. Elle a témoigné quasiment le surlendemain de l'assassinat politique qui a visé son mari, auquel elle était présente en plus, où elle fait un discours de 16 minutes en live sur la blessure et les cris d'une veuve éplorée qui vont se propager de par le monde. Donc là, qui est beaucoup très forte, et il y a une émotion et une tension d'une certaine manière, et en disant qu'elle reprend le flambeau. Quelques jours plus tard, lors des obsèques, elle prend aussi la parole, et là aussi d'une émotion et d'une vraie rédemption catholique. Elle est catholique, son mari était protestant. Elle pardonne à celui qui vient d'assassiner son mari. Et on a vraiment, selon moi, le plus beau témoignage de foi, et également d'amour pour son mari aussi, de ne pas retomber dans une espèce de spirale et d'engrenage funeste de la haine. Donc ça, c'est vraiment des choses à voir. On est vraiment dans vraiment une continuité et de vivre de manière intégrale le message de l'Évangile. Donc ça, c'est vraiment très poignant, et que ça ait été disséminé sur les 5 continents, c'était un très beau témoignage de foi. C'est vrai que le camp du bien, on va l'appeler comme ça, a souvent désigné les gens qui étaient attachés à leur patrie, à leur nation, comme des gens d'une sauvagerie extrême. Et là, on a vu finalement ces gens attachés à leur patrie, marqués par un drame terrible, et qui pardonnent, et qui finalement ont une attitude qui est difficile à critiquer. Mais pour revenir sur ce que vous disiez sur le traitement médiatique, qui en est fait en France, donc bon, Télérama ne surprend pas, mais sur le service public, on a des gens qui ont qualifié ça de rassemblement nazi, comme si on était dans une manifestation à Nuremberg dans les années 1930. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était, accrochez-vous, c'est piquant, ça manque pas de piquant, c'est des talibans qui partaient en croisade. Je veux dire, c'est purement abject. Qu'est-ce que ça dit du paysage médiatique français par rapport au paysage américain? Puis je voulais vous poser une question qui est liée à celle-là. Est-ce qu'un Charlie Kirk français aujourd'hui pourrait émerger, compte tenu du paysage médiatique qu'est le nôtre? Alors la première chose, ce que ça dit du paysage médiatique français, c'est qu'il est absolument biaisé, motivé idéologiquement, et il fait fi de toute déontologie journalistique. Souvent, on a un parti pris qui est absolument à sens unique, pas de modération, pas de nuance, et c'est ce qui vaut que d'ailleurs, l'organisation Républicaine Inversise a saisi l'Arcom par rapport à des propos qui ont été tenus sur le service public, et qui sont en fait tout simplement des incitations à la haine contre des groupes religieux ou contre des partisans de Donald Trump. Ils mettent les cibles sur le dos, donc désormais on va les rappeler à leur responsabilité. Très bien, on suivra la décision de l'Arcom. Est-ce qu'il y aura mise en demeure ou pas? Bien sûr, non, mais voilà, et encore une fois, ça rappelle qu'il faut qu'on fasse je les ai mis sur mes réseaux sociaux, mais il faut faire ces signalements de manière vraiment quasi en meute, mais qu'il faut qu'ils se soient pris au sérieux si on multiplie, on systématise, et que ça vient en quantité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'évidemment, ces modérateurs et ces sociétés de production ne se privent pas de ne pas inviter de contradicteurs. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il pourrait y avoir des gens qui pourraient apporter un peu de nuance, mais ils préfèrent les garder de côté ou ne pas les inviter, ce qui est pour moi assez préjudiciable au débat public, à l'information et à ce devoir qu'ils ont d'avoir une information nuancée. Donc je pense que certains font l'effort, parfois c'est difficile de faire entendre une voix discordante, mais on gagne à avoir les différents sons qui vont s'exprimer, et d'autant plus que même s'il y a un désaccord, souvent ça permet à chacun d'atténuer un peu sa position, d'être moins, et de chercher sans doute un terrain d'entente. Ensuite, sur votre deuxième question, elle est cruciale. Un Charlie Kirk français. Ça appelle, je veux dire, on a organisé cet hommage-là qui répond à une attente. Beaucoup de gens soit ne le connaissaient pas ou l'ont découvert à ce moment-là, ont vu de quoi il s'agissait, beaucoup le connaissaient de longue date et se sont inspirés, et on cherche cette incarnation. Et il y a peut-être des gens derrière vos écrans qui regardent cette émission. Non, mais derrière ça, je veux dire, la caractéristique de l'université française, c'est qu'elle est précisément très à gauche. Donc on a du mal à imaginer qu'un personnage comme ça, très marqué à droite, puisse pénétrer dans les universités et organiser des débats avec des gens qui posent des questions. Alors c'est sûr, oui, effectivement, il y a une mainmise de certaines factions violentes d'extrême gauche, voire même anti-fac, qui ne sont pas du tout rattachées aux facs, mais qui font la loi. Ce que ça dit aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on sorte
sortent uniquement des écrans. Alors, on pourrait avoir des entretiens, il y a certains médias qui le font avec des entretiens qui sont un peu aseptisés, où on prend des gens qui ont des thèses opposées. Je pense qu'il y a cette nécessité aujourd'hui de renouer avec l'humain, le réel, de désintermédier et d'aller sans doute reproduire ces discussions que, comme faisait Charlie Kirk sur les campus universitaires, sans doute dans des lieux symboliques à Paris ou en province, et éventuellement, si le cadre le permet et les enjeux sécuritaires aussi, sur l'université. C'est ce pourquoi elle est faite, qui est cette disputatio, cette réflexion, ce discours contradictoire, et éveiller les élèves. Moi, cette chance m'a été donnée dans le passé, et voilà, de voir que mes prises de position pouvait parfois intéresser, surprendre, choquer, mais en tout cas avait l'avantage de déclencher une conversation. Et même moi, l'exercice a été particulièrement stimulant. Et vous pensez qu'en France, ce serait possible? Alors, c'était le sens de l'hommage et la manière dont je l'ouvrais, c'était de dire, décidément, enfin manifestement, l'œuvre de Charlie Kirk et sa mort n'est pas vaine, elle va être poursuivie. Aujourd'hui, est-ce qu'on est donc ce turning point, ça veut dire dans l'organisation de Charlie Kirk, c'est le point de bascule. Est-ce qu'on peut aspirer à un point de bascule à la française? Comment mobiliser, aller rechercher cette jeunesse qui est désemparée, qui est complètement idéologisée par des vidéos TikTok ou par un enseignement qui est complètement biaisé et qui les enferme dans un carcan idéologique? Il faut qu'on aille à leur rencontre, mais ça nécessite une organisation, des financements, une volonté, une incarnation et aussi une proximité générationnelle. Charlie Kirk, on le voyait, il était un peu plus âgé que les élèves qui l'interrogeaient. Mais il a commencé très jeune et aujourd'hui, il faut arriver à porter ce mouvement. Mais je pense qu'il y a une attente et le succès, malheureusement, tragiquement, dans la mort de Charlie Kirk, nous montre que c'est vraiment un mouvement de fond et qui va s'amplifier considérablement. Ouais, vous attendiez à une telle répercussion mondiale, finalement, du décès de cet influenceur que finalement peu de gens connaissaient en dehors des États-Unis? Alors effectivement, lui-même n'était jamais venu en France, mais il connaissait très bien les auteurs classiques. Que ce soit Tocqueville, Bastia, et j'en parle pas même de l'école française, des Foucault, Sartre, enfin des gens qui le connaissaient. Une grande appréciation aussi de la culture européenne et des nations, et notamment les liens qu'on a entre la France et les États-Unis. Maintenant, que les gens aient pu se sentir concernés par sa mort, ça nous dit aussi quelque chose, c'est que la liberté d'expression, on la valorise, on sait qu'elle est fragile et qu'elle mérite d'être défendue. Et on voit aussi, l'air de rien, le pouvoir que sont les caméras à travers le journalisme et qu'aujourd'hui, à travers du journalisme citoyen et en couvrant certains des épisodes qu'on peut faire à travers un téléphone, qu'on peut aussi toucher les gens un peu dans leur intimité. Charlie Kirk, on ne le connaissait pas individuellement, mais on s'est familiarisé avec sa rhétorique, ses arguments, ça nous a structurés et donc on peut aussi apporter à beaucoup et sur les 5 continents. Donc je pense que c'est très pertinent. L'onde de choc, je pense, va être grandissante. Certains parient sur le fait qu'il tombe dans les limbes de l'histoire. Moi, au contraire, je pense que ça va être une des personnes clés de ce début du XXIe siècle. Ouais, qui l'inspirera peut-être des vocations. Bien sûr. Alors, en tout cas, ce drame n'a pas entamé du tout la volonté de Donald Trump de secouer le cocotier du politiquement correct, c'est le moins qu'on puisse dire, jusque dans son temple à l'Assemblée de l'ONU, quelques jours à peine après les obsèques de son ami donc Charlie Kirk, dont nous venons de parler. Il faudrait tout citer de ce discours à l'ONU qui est marquant, totalement en rupture avec ce qu'on avait entendu jusqu'ici à cette même tribune, et qui a laissé pantois les représentants des nations qui étaient venus en masse, pantois aussi les représentants de la presse française et étrangère. On va juste revenir avec vous pour les analyser sur quelques mots frappants de Donald Trump à cette occasion, en commençant par cette histoire de prompteur peut-être. Alors, il n'a pas de prompteur en arrivant. Est-ce qu'à votre avis, il a été, vous qui connaissez bien le personnage, est-ce que peut-être il n'a pas été plus fort sans prompteur qu'il ne l'aurait été avec un? Alors ça, c'est son style, ça fait parfois sa force, parfois sa faiblesse d'être hors prompteur, mais c'est un homme de scène, indéniablement. Trump, c'est une incarnation du choix à l'américaine et il sait faire face à ses aléas. Et il a quand même tenu 15 minutes sans ce prompteur-là, en meublant et en regagnant toute l'audience. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une petite succession de bévues par l'ONU en l'accueillant. Ils arrivent et ils montent l'escalator. À peine ils mettent un pas dessus que ça s'arrête subitement. La première dame a failli chuter et donc ils montent les escalators qui, allez savoir pourquoi, se sont arrêtés pile au moment où ils arrivent. Ça c'est la première chose, et ensuite la panne de prompteur, et donc il en rit mais il fait rire toute l'assemblée, mais pas assez dépend. Il dit celui qui est en train de gérer le prompteur, c'est sans doute quelqu'un qui va passer un mauvais quart d'heure, et donc il arrive à lancer, initier, et tout à travers ce style qui est le sien et qui le caractérise, prendre en compte aussi la solennité du lieu et sans doute de l'institution dans laquelle il se trouve.
Oui, on sent l'homme de meeting, qui a l'habitude d'accrocher l'auditoire, de le faire rire. Voilà. Mais c'est vrai que sans son prompteur, il va dérouler un discours absolument incroyable, historique. Il commence par descendre Joe Biden, son prédécesseur, en disant que bien, il y a eu des investissements sous le règne de Biden, 1000 milliards de dollars, mais sous le sien, en beaucoup moins de temps, 17 000 milliards. Donc il fait, alors bon, c'est difficile à documenter, voilà, et puis on connaît le style de Trump qui en rajoute parfois, qui a un côté un peu vendeur américain. Est-ce qu'il dit qu'il a de bien meilleurs sondages? Est-ce qu'on est là aussi dans le marketing ou dans la réalité? Puisque on voit bien que les sondages ont quand même baissé. Ils sont très supérieurs à ceux d'Emmanuel Macron, c'est certain, mais ils ont quand même un peu baissé, ce qui est logique après un temps de pouvoir d'ailleurs. Oui, alors d'une part, c'est que c'est le deuxième mandat de Donald Trump, donc il faut comparer les choses qui sont comparables. De Joe Biden, lui, il a trébuché, il n'est pas allé sur son deuxième mandat. Mais si on regarde le deuxième mandat de George W. Bush et Barack Obama, à la même époque, ils sont en dessous. Donald Trump, lui, il a la particularité, c'est qu'il monte pas très haut dans les sondages, mais il a un seuil qui est plus haut que les autres. Donc il se maintient là où il est. Et effectivement, il rappelle son bilan et effectivement, c'était le dernier discours d'un président en date, c'était il y a 2 ans, c'était Joe Biden qui était monté à la tribune où là, on était dans un alarmisme, changement climatique à tout va. Et là, évidemment, Donald Trump a pris le contre-pied absolu. On va rentrer sur les thèmes qui ont été abordés. Mais d'une certaine manière, c'est aussi une continuité parce que Donald Trump lui-même a été monté à cette même tribune lors de son premier mandat en 2018. C'était il y a 7 ans. Et il y a une certaine forme dans la constance dans le fond, mais l'accueil n'était pas le même. Je pense qu'encore une fois, il pouvait être un peu pas pris au sérieux au début, où il faisait rire, on comprenait pas trop, et là maintenant, les gens le prennent un peu plus littéralement. Alors, il en profite pour se positionner comme l'exact contraire du portrait robot qu'on trace de lui à gauche, en fait. On le traite de bout de feu et de va-t-en-guerre, et il va montrer qu'il est un homme de paix en expliquant qu'il a mis un terme à 7 guerres, dont 2 duraient depuis des décennies. Il cite le Cambodge, la Thaïlande, la Serbie. Il explique qu'il a sauvé des milliers de vies, et surtout que c'était la mission de l'ONU, et que l'ONU ne fait rien. Est-ce qu'on a déjà entendu un discours aussi violent contre le rôle, la mission de l'ONU elle-même avant? Ou est-ce que c'est vraiment est-ce que d'autres présidents américains ont fait ça? Non, pas forcément. Et est-ce que Trump lui-même avait déjà attaqué à ce point-là l'ONU? Pas forcément sur les institutions, mais je pense que c'était nécessaire. Ils avaient besoin de l'entendre, ce message. Ils avaient besoin de l'entendre parce qu'effectivement, l'ONU, qui célèbre ses 80e anniversaire, manque un peu à ses responsabilités, à ses missions. On a le sentiment qu'ils se voient une fois par an, ils font cette grand-messe et derrière chacun rentre chez soi, on envoie une circulaire, une lettre, une position générale et il n'y a rien qui en ressort. Donald Trump lui-même a apporté ce nouveau souffle à la diplomatie, souvent avec un côté transactionnel, mais qui a pu effectivement mettre fin à des conflits de longue date, notamment entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, entre la RDC Congo et le Rwanda avec tout ce qui était contrebande avec les groupements terroristes MS-23. Et donc ça il n'a pas réussi en Israël ni en Alors ça se fait sur le temps long, mais c'est-à-dire qu'il y en a qui se sont mis en travers de la route, et souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'évidemment, ce qui est important de rappeler, c'est que, je le redis, c'est son deuxième mandat, il arrive après un mandat Biden, et c'est des crises diplomatiques et mondiales dont il hérite. La guerre en Ukraine, elle a été déclenchée sous Biden. Le 7 octobre et l'embrasement du Moyen-Orient, c'était également sous Biden. Parce qu'un leadership faible, ça contribue ça mène vers une instabilité, des conflits et des morts partout. Et donc, le retour de Donald Trump vise à pouvoir mettre fin à ces conflits. Et on l'a dit, durant son premier mandat, il y avait les accords d'Abraham, et donc là, il y a une volonté de l'étendre, donc c'est une stabilisation au Moyen-Orient, mais de manière plus spécifique au Moyen-Orient, parce que c'était quelque chose dont il était question, et sur lequel Emmanuel Macron a fait cette annonce lors des Nations Unies, à savoir la reconnaissance par la France en notre nom de l'État de Palestine. Ça aussi, c'est venu s'aborder des efforts de paix qui étaient en cours et qui étaient initiés dans la région. Et ensuite, en ce qui concerne évidemment la paix ou la fin du conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est quelque chose sur lui-même a conscience que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il avait pu annoncer. Et il nous rappelle à nos responsabilités. Il nous rappelle à nos responsabilités d'ailleurs, parce que au-delà de taper uniquement sur les Nations Unies qui faillit à ses missions, qui n'aide pas
la résolution des conflits dans le monde, qui ne vient pas prendre son téléphone pour féliciter, soutenir Donald Trump, il interpelle également les autres membres de l'OTAN, notamment les puissances européennes, qui, dans notre hypocrisie, on soutient l'effort de guerre russe en continuant à acheter du gaz et du pétrole qui seraient raffinés notamment en Inde. Et donc, ça nécessite une action conjointe. Attaque très violente dont on n'a pas tellement eu de réplique. Il n'y a pas eu tellement de contradictions jusque-là. Il n'y a pas de contradiction. On regarde nos chaussures et tout ça, alors qu'il faut prendre conscience de cette hypocrisie. Lorsqu'on va à la pompe directement, vous faites le plein de votre voiture, vous faites tourner la machine de guerre russe. Et donc, ça contribue à des morts sur le conflit, sur la ligne de front. C'est dramatique, mais parce que l'Inde est peu scrupuleuse et ça fait tourner son économie à plein régime. Derrière, il raffine ça et il passe ça... on n'a plus connaissance du fait que ce soit du pétrole russe. Ça passe par des intermédiaires. Et donc, ça pose une vraie question sur quels sont les moyens qu'on va mettre en place pour mettre fin à ce conflit. Parce qu'on se retourne systématiquement vers Donald Trump pour dire tiens, il est sur un pied, sur l'autre. Mais en fait, ça nécessite vraiment une action conjointe. Alors cela dit, il n'oublie pas ses intérêts, puisque lui-même produit des hydrocarbures et que, évidemment, si on les achète moins à la Russie, il a plus de chances de nous les vendre à nous. Aussi, mais là, à l'heure actuelle, on ne peut pas vouloir mettre fin à ce conflit tout en contribuant à la manne financière qui représente, je vais dire une bêtise, mais sur le PIB, c'est absolument considérable. C'est la principale source de l'économie russe. Donc, il faut aller leur taper là où ça fait mal. Il faut couper l'oxygène de la Russie pour mettre fin à ce conflit et ça serait quasi immédiat. Il y a une logique. Alors, ce qui est très frappant, c'est qu'il prend le vocabulaire, les raisonnements de l'ONU, c'est-à-dire une grande machine à faire la paix dans le monde, et il les retourne contre l'ONU. Donc il dit, voilà, je suis présent ici pour vous tendre la main, vous proposer l'amitié des États-Unis pour bâtir un monde plus prospère, plus heureux, rejeter les méthodes erronées. C'est amusant parce que en fait, c'est l'idéal de l'ONU dont il explique que l'ONU les viole, le viol, cet idéal, en réalité, par faiblesse, parce qu'ils n'agissent pas, et que lui va faire... C'est la première fois qu'on entend... Alors, c'est un discours assez américain, sans doute, me direz-vous, mais adressé à des organisations internationales qui avaient jusqu'ici cette prérogative, ça me semble assez nouveau, quand même. Ils ont montré leur insuffisance, leur incompétence et leur complaisance vis-à-vis de certaines puissances, notamment la Chine, via l'Organisation mondiale de la santé, lors de la crise de la pandémie. Ils ont failli dans leur mission, donc c'est nécessaire aussi de montrer qu'il faut tourner la page à cette ère du nouvel ordre mondial, très, très mondialiste, et c'est ce qu'il a rappelé de manière très textuelle, et qui faisait d'ailleurs écho à son premier discours de 2018, c'est que le temps des globalistes est terminé, des mondialistes est terminé, désormais c'est le temps des patriotes. Et donc ça, c'est vraiment une rupture totale qui réaffirme son soutien à des nations fortes plutôt qu'à des machins, des institutions qui sont dévoyées et qui viennent noyer en fait tous les pays, les cultures et les individus. Il a rappelé son attachement aux histoires, aux singularités des peuples, des frontières. Donc je pense que c'est un très bon signal pour tous les patriotes du monde entier. Unissez-vous derrière cette bannière. C'est-à-dire qu'on peut regarder Donald Trump, on peut aimer ce qu'il dit tout en respectant aussi notre propre individualité. Et je pense que clairement là, le message, c'est ce qui est tendu plutôt que de tomber dans une certaine forme d'hégémonie et d'impérialisme américain, comme on aurait pu l'avoir dans d'autres pages de l'histoire. Oui, c'est ça. En tout cas, ça ressemble à un énorme défi lancé aux mondialistes de tout poil, et qui sont nombreux à l'ONU, et qui ont là un porte-voix. Il dit souvent l'ONU crée de nouveaux problèmes que nous devons ensuite résoudre. Et il parle notamment des migrations hors de contrôle. Vos pays sont en train d'être détruits. Il s'est vanté au passage d'avoir complètement stoppé l'immigration illégale aux États-Unis. Est-ce que c'est toujours pareil? Est-ce que ce discours, il a une chance d'être entendu en dehors des États-Unis? Et est-ce que c'est le discours qui l'a fait gagner aux États-Unis? Ah oui, assurément. Clairement, le sujet de la crise migratoire et du pouvoir d'achat a été clé dans son élection. Et derrière, il y avait aussi une vision à donner au peuple américain. C'est-à-dire, c'est une verticalité dans le récit. Et effectivement, il a pu mettre fin à cette plus grave crise migratoire dont il avait hérité, qui se déroulait sous l'administration Biden, sur laquelle entre 5 et 10 000 personnes par jour franchissaient la frontière de manière illégale uniquement. Donc, clairement, il a parlé de 25 millions de personnes qui auraient traversé... Alors ça, c'est l'estimation qu'il y a aux États-Unis. C'est lui, c'est en dizaines de millions, c'est considérable. Et du coup, il y avait une nécessité d'inverser, mais pour différentes raisons, pour des raisons sécuritaires,
sécuritaires, pour des questions d'infrastructure, pour des questions également d'identité américaine. Et donc, le discours, c'est pas une nouveauté, c'est une constance aussi, et même de pointer du doigt cette submersion migratoire qui frappe les États-Unis, qu'ils appellent tout simplement un suicide civilisationnel. Donc, ils nous voient comme étant, nous, le berceau de cette civilisation européenne, tout en étant en première ligne par rapport à ces vagues d'immigration successives, sur lesquelles on est très passif. Et les touristes américains viennent volontiers en France, à Paris, à Bruxelles, à Londres, et ne retrouvent plus cette identité. Et ça les préoccupe, ça les mobilise, et ça leur rappelle aussi que ils ont cette nécessité aussi de eux-mêmes d'assurer cette identité en luttant contre l'immigration illégale. Donc c'est un vrai cri d'alerte, et de dire que ce sans-frontiérisme à outrance, c'est terminé. On ne peut plus tomber, c'est un échec. C'est un échec répété, et qui crée aussi des problèmes structurels dans vos sociétés, notamment en termes d'insécurité, d'islam, mais également, il dit, et j'anticipe peut-être sur une de votre question, mais que la volonté d'Emmanuel Macron, sur laquelle a suivi Keir Starmer, également le Canada et l'Australie, de reconnaître l'État de Palestine, c'est pas seulement animé, ou surtout ce n'est pas du tout animé par une volonté de création d'État palestinien, mais c'est la rue arabe qui fait la loi. C'est parce que il y a des mouvements minoritaires, mais qui sont très actifs dans la mobilisation dans la rue, voire même de manière violente, qui ont cette revendication, et c'est dans le but d'apaiser une colère sociale en France ou dans ces autres pays européens, qu'il y a cet État de Palestine qui est une abstraction, qui est un pays imaginaire, qui a été reconnu de manière unilatérale. Donc en soi, on n'a rien fait avancer, mais c'est uniquement dans une but d'apaiser les colères d'une certaine frange d'extrême gauche, dont le porte-étendard pro-Palestine est une certaine seule manière de vouloir saper les fondements de nos sociétés occidentales. Il y a des populations issues de l'immigration qui ont un type de vote et de réflexes politiques spécifiques en France. Et alors, Trump fait appel à nos racines, en fait. C'est assez extraordinaire d'entendre un Américain dont le pays a quand même moins d'histoire, et puis comme ça, susciter un espèce d'élan patriote dans des pays qui sont en dehors de chez lui, des pays d'Europe. Le nôtre, on est vraiment dans l'antimacronisme absolu. Complètement. Et il dit, vous devez défendre vos propres citoyens. Il s'adresse aux dirigeants des pays occidentaux, et notamment aux Français. Vos pays sont en train d'être détruits. Voilà, l'Europe se porte mal, elle est envahie par des migrants illégaux, et personne ne fait rien pour les chasser. Ce n'est pas viable, personne n'ose en parler, et de fait, on n'en a pas beaucoup parlé du discours de Donald Trump, et notamment de cette note dominante dans son discours qui est passée très vite. Donald Trump, il met les responsables politiques face à leur bilan et face à leurs responsabilités. Il rappelle au préalable qu'il a un fort attachement pour l'Europe, pour les pays européens et les peuples qui le composent. Pour ceux qui diraient qu'il y aurait une forme de coupure, non, au contraire, il y a un fort attachement. À plus forte raison que cette année, on rentre dans un cycle de commémoration du 250e anniversaire de l'indépendance américaine, pour laquelle les Français ont joué un rôle très important. Donc effectivement, il se dit il y a un manquement grave, et tout simplement un suicide civilisationnel qui est occasionné par les leaders. Et d'ailleurs, on peut comprendre, moi-même j'en ai été très frustré à la suite de ce discours qui était quand même une prise de parole historique, mémorable, sans doute son discours avec le plus fort impact sur la scène internationale, que les médias aient passé un peu du revers de la main, parce que ça les dérange, parce que ça fait écho à une préoccupation qui est très forte dans la population. Ce regain du populisme leur montre que décidément aujourd'hui, ça va avoir ce Trumpisme va trouver des déclinaisons et des ramifications dans les différents pays européens. Et des échos surtout. Absolument, absolument. Parce que les gens se préoccupent de leur pays. Alors, il fait de l'immigration, il brosse un tableau qui est symétriquement l'inverse de ceux qu'on a entendus pendant des décennies en France et en Europe, où c'était quelque chose de merveilleux. C'est présenté d'ailleurs comme un enrichissement mutuel par l'ONU elle-même dans ses documents. Et on a une chance pour la France, etc. J'en passe, et des meilleurs, on connaît ça par cœur. Alors lui, il parle dans ce discours des populations qui souffrent, des prisonniers et des ressortissants étrangers. Il donne des chiffres, ceux de la Suisse, combien il y a de prisonniers étrangers en Suisse. Il parle des femmes violées durant les périples de migration. Il dresse un tableau qui est réaliste malgré tout, mais qui est terrible, des migrations, de ce que vivent ces migrants, victimes de la traite des êtres humains. Nous avons sauvé d'innombrables vies sauvées d'un périple mortifère, dit-il, par des cartels de la drogue.
drogue, des trafics de... Est-ce qu'on avait... Et puis il parle de ses enfants, de ces 30 000 enfants qu'il a sauvés des griffes de l'immigration. Moi, j'avais jamais entendu ça jusque-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est classique chez Trump ou est-ce que c'était nouveau? Ce péril migratoire auquel on est exposé en Europe et avec tous ces drames humains qui pèsent évidemment sur ces pauvres qui sont à la merci de ces cartels, c'est une situation analogue qui avait cours aux États-Unis avant que les moyens nécessaires soient mis en place pour lutter face à ces trafics d'êtres humains également, qui s'accompagnent de drogue aussi. Et de fait, il y a également énormément d'enfants qui sont exploités. Et c'est une thématique qui était connue, qui a cours aux États-Unis, ces enfants exploités et qui ont été reconduits dans leur pays par Trump, parce qu'il a expliqué ça, qu'il avait reconduit 30 000 enfants auprès de ses parents qui étaient très heureux de revoir leurs enfants chéris, dit-il. Oui, vous savez, ces passeurs, ces cartels, on appelle ça les coyotes, c'est ceux qui font du trafic le long des frontières et qui vont notamment utiliser les enfants pour pouvoir faire des rapprochements, et c'est absolument malsain, c'est délétère, c'est détestable, et ils le faisaient parce qu'on les laissait faire. Donc je pense que Frontex ou les autres organisations européennes qui ont la charge de veiller sur nos frontières devraient davantage s'en inspirer pour en faire finir avec ces drames humains qu'on fait exploiter, et de promettre un Eldorado fictif à ces migrants qui arrivent et qui ne peuvent pas s'intégrer et qui souffrent, et qui devraient davantage être concentrés sur la recréation des économies locales des pays dont ils sont originaires. Est-ce que le discours de Trump aux États-Unis ou en Europe a, à votre avis, fait reculer l'idéologie mondialiste qui était incontestée il y a quelques années, il y a 10 ans, et qui l'est aujourd'hui plus fortement? Oui, d'autant plus que ce n'est pas une histoire de populisme de droite. Vous avez des social-démocraties, que ce soit au Danemark, mais également en Suède, sur lesquelles la position concernant l'immigration change. On n'est plus du tout dans une logique de sans-frontiérisme exalté. Ils ont pâti des conséquences de cette immigration sans limite, et désormais, ils se considèrent qu'également ça a été infructueux, ça a été un échec, et il faut en revenir. Donc, on le voit, l'émergence de l'AfD en Allemagne, de Nigel Farage au Royaume-Uni, en Espagne aussi, il y a des courants qui montent, à la France aussi. Je pense qu'on a assisté à une immense manifestation organisée par Tommy Robinson en Angleterre il y a 10 jours, une quinzaine de jours. Je pense que ce même écho peut trouver une mobilisation identique en France, et je pense que ce serait vraiment important de pouvoir se mobiliser, de manifester notre attachement à notre identité, notre nation, notre peuple, mais également lutter contre cette immigration qu'on souhaite nous imposer. On l'a vu, Philippe de Villiers a déjà monté une pétition avec quasiment 2 millions d'inscrits. Je pense qu'on pourrait au moins en mobiliser 1 million dans les rues. En tout cas, Trump soutient les gouvernements qui sont sur cette ligne-là. Je pense à Meloni, je pense à Milei en Argentine et d'autres. Et finalement, ces gouvernements ont l'air d'être soutenus par leur population. Donc il s'inscrit dans un mouvement qui a l'air qui n'est pas encore très présent au stade du gouvernement des pays, mais qui monte dans les opinions publiques, quoi. Oui, c'est un courant qui trouve. Oui, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a un fort appel. On l'a vu, ces prises de parole. Vous savez, on dit souvent, là, Donald Trump, sa ligne, c'est America First, l'Amérique d'abord, mais c'est pas l'Amérique seule. On l'a vu lorsque J.D. Vance un peu nous a donné des leçons de liberté d'expression et de démocratie en Europe. Ça nous a fait un petit peu mal par là où ça passait, mais c'était vraiment important de prendre en compte les excès, cette censure institutionnelle qui peut être opérée par certains États, et cette confiscation du débat démocratique qui a cours et sur lequel on doit vraiment s'élever, sans quoi il sera peut-être trop tard. Vous pensez que l'Europe, en tant qu'institution qui est vraiment diamétralement opposée à toutes ces positions, va être obligée d'en tenir compte des propos de Trump qui sont quand même dignes de me prononcer de manière fracassante, à la fois à Francfort, je crois que c'était le discours de oui, c'était à Munich en février dernier. Est-ce qu'il y a... J'ai le sentiment, là, en ce qui concerne cette prise de parole-là, que ça n'a pas suscité de contre-discours immédiat, mais de fait, ça les fait un peu douter sur leur certitude, et le fait de pouvoir être conduit et de voir que cette colère, elle gronde, ou ces silences sont les mêmes qu'on va retrouver en Europe et de par le monde. Donc, il y a peut-être qu'ils ont le sentiment d'arriver à la fin d'un temps et que cette page va se tourner. Dernière question, il a parlé beaucoup du réchauffement climatique en disant que les prévisions des gens sur le climat s'étaient pas vérifiées. Alors ça, il a franchi un peu le Rubicon en Europe en parlant de ce sujet qui était très tabou. Est-ce que c'est quelque chose
une ligne de force dans le discours de Donald Trump aux États-Unis? Est-ce que ça peut imprimer en Europe, à votre avis? Je pense que c'est nécessaire de dénoncer ce système d'escrologie, d'écologisme à tout va, qui a complètement entravé tout un pan de l'économie. La première chose que Joe Biden fait lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche, il coupe un énorme pipeline, un énorme gazoduc qui devait embaucher 20 000 employés. Et si je prends le pendant, Donald Trump aujourd'hui, sa promesse de campagne, c'est forêt. Il faut extraire les matières parce que ça contribue à l'expansion d'une puissance. C'est-à-dire votre indépendance économique et stratégique, c'est nécessaire par rapport à la puissance que vous souhaitez créer. Et on le voit alors qu'à côté de nous, si on veut compter sur uniquement des énergies intermittentes et vertes, qui d'ailleurs, les éoliennes nous préviennent essentiellement de Chine, on se rend tout à fait dépendant à leur égard. Et eux s'en frottent les mains parce que pendant ce temps-là, eux, ils continuent à faire tourner des usines à charbon à plein régime. Donc on se met des contraintes et on amplifie le décrochage face à notamment la Chine qui profite un petit peu de cette religion laïque du XXIe siècle qui est l'écologisme. Et donc c'est vraiment, pour synthétiser, c'est ce monstre à deux têtes auquel s'est attaqué Donald Trump, qui est d'un côté l'immigration et d'autre côté l'écologisme intégral, enfin je ne sais pas intégral mais l'écologie, et qui a été dénoncé dans une institution qui avait vraiment besoin de l'entendre. Et en prenant le contre-pied, et encore une fois, avec l'absence de politiquement correct qu'on lui connaît, il l'a fait de manière puissante, ça a été entendu. Et aujourd'hui, je pense que ça va vraiment trouver des manifestations concrètes parce que c'est obligé de trouver une traduction, une grammaire politique. Donc il est temps que nos politiques aussi sachent entendre ce message. En tout cas, c'était une déflagration dans le discours politiquement correct qu'on entend souvent. C'était passionnant. Merci Nicolas Conquer d'être venu. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site bvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. Vous recevrez une petite lettre tous les matins. C'est indispensable et c'est gratuit. Soutenez notre combat, c'est important. Et vous trouverez toutes les modalités de dons sur notre site. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau grand invité.